then you can get started. Merci beaucoup Tess. Et comme toujours, un grand merci à l'Athénéum de Philadelphie pour nous accueillir ici. Alors nous commençons une nouvelle série de 4 présentations sur les écrivains, les auteurs réalistes. Et le tout premier, ce sera Honoré de Balzac. Alors, Honoré de Balzac voit le jour sous la Première République, 10 ans après la prise de la Bastille. Pour être exact, le 20 mai 1799. Il naît à Tours, dans le Val-de-Loire. Il est l'aîné de 4 enfants, 2 sœurs, Laure et Laurence, et un demi-frère, Henri. Alors, le père d'Honoré, Robert Balzac, est administrateur des hospices de la ville de Tours. C'est un adepte de Voltaire et il est mécréant. Quant à la mère d'Honoré, Anne-Charlotte Laure, elle a 32 ans de moins que son mari. Elle est issue de la famille Salambier qui vit du commerce de la broderie. Elle a des penchants mystiques. Elle s'affranchit du catholicisme traditionnel et s'intéresse aux sciences occultes. Alors, les premières années du petit Honoré se passent loin du domicile familial. Dès sa naissance, il est envoyé à la campagne chez une nourrice. Il n'en reviendra que 4 années plus tard. Alors, il vit mal cette expérience, il se sent rejeté par sa mère et projette toute son affection sur Laure, sa sœur cadette. De 1803 à 1807, le petit Honoré passe 3 ans et demi chez ses parents. Mais alors qu'il atteint sa 7e année, il est placé dans l'internat catholique des Horatiens de Vendôme. Alors, c'est le début d'une vie austère. Il ne rentre jamais chez lui, même durant les vacances. Il sombre alors dans un état permanent de mélancolie. Dès l'âge de 8 ans, il comble le grand vide de sa vie par la lecture. Tout ouvrage lui semble bon pour s'évader. Mais alors qu'il entre en adolescence, les frères Horatiens s'inquiètent, car la santé d'Honoré décline. Honoré se nourrit très peu, ses résultats scolaires sont décevants. Il redouble même sa 3e. On prend alors la décision de le renvoyer chez lui. À 15 ans, il retrouve ses parents à Tours. Ils lui sont totalement étrangers. Alors, la même année, en 1814, son père est nommé directeur des vivres aux armées de Paris. Toute la famille Balzac s'installe donc dans le quartier du Marais. Très vite, Honoré se retrouve interne à la pension Le Pitre à Paris. Il suit des cours au lycée Charlemagne et il reprend vie. Et finalement, il décroche son bac en 1816. Alors, devenu bachelier, Honoré s'inscrit à la faculté de droit de Paris, comme l'exige son père. Mais c'est sans conviction, car il rêve de devenir écrivain et il se gave d'ouvrages de philosophie et d'anthropologie. Alors, tout en travaillant comme clerc de notaire, Honoré poursuit ses études tant bien que mal. Pour fuir le monde étriqué de la loi,
il visite volontiers le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il se passionne pour les travaux du naturaliste Georges Cuvier, spécialiste en botanique et en anatomie comparée, mais aussi pour ceux de Geoffroy de Saint-Hilaire, un fameux naturaliste et zoologue. Tout cela le détourne peu à peu de ses études de droit qu'il finit par abandonner en 3e année. En 1819, son père, 73 ans, est mis d'office à la retraite. Pour des raisons financières, la famille Balzac s'installe à Villeparisis, à 20 km environ de la capitale. Mais Honoré, lui, préfère vivre dans une mansarde du 4e arrondissement de Paris, car il sent bien que c'est là que va se jouer sa vie. Un an plus tard, en 1820, sa carrière d'homme de plume commence. Il rédige une tragédie en alexandrin intitulée Cromwell. Mais un ami de la famille, le dramaturge François Andrieux, lui conseille d'abandonner cette voie, car sa pièce est franchement mauvaise. Alors, en 1821, pressé par des besoins financiers, Balzac se met à écrire ce qu'il nomme de petites opérations littéraires marchandes. Il publie notamment, sous un pseudonyme, Horace de Saint-Aubin, un roman de jeunesse intitulé Le Vicaire des Ardennes. Alors il y relate les frasques d'un prêtre qui n'obéit pas à ses vœux de chasteté. Mais son ouvrage, jugé immoral, va vite être censuré. Désargenté, sans appui familiaux, Honoré se met à écrire d'autres romans d'une qualité tout aussi imparfaite. Ses échecs littéraires se succèdent donc. Alors Balzac, aimable et charmant, se console avec les femmes. En 1821, il fait la connaissance de Laure de Berny, filleule du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette. Elle sera sa première passion féminine. Elle habite Villeparisis, où réside la famille Balzac. À 21 ans, Honoré est ébloui par cette beauté de 45 ans, vive, coquette et spirituelle. Il lui envoie des lettres enflammées. Laure lui offre alors sa tendresse, mais aussi son aide financière. Grâce à elle, il s'éduque, notamment sur les mœurs de l'Ancien Régime. Véritable inspiratrice de Balzac, il écrira, lorsqu'elle décède 15 ans plus tard, « Laure était comme un dieu pour moi, mère, amie, conseil. C'est elle qui m'a fait écrivain. » En 1822, suite à un héritage, la famille Balzac s'installe de nouveau dans l'ancien appartement parisien du Marais. Honoré quitte enfin sa piteuse mansarde. Cependant, son père, qui ne croit nullement à l'avenir de son fils, pose ses conditions. Pour couvrir loyer et nourriture, il réclame à Honoré la somme mensuelle de 100 francs, soit l'équivalent de 1000 € aujourd'hui. Alors, il faut bien admettre qu'à 26 ans, Balzac
n'a pas encore fait grand-chose de sa vie. En 1825, toujours pressé par des besoins financiers, il prend la décision de devenir libraire-éditeur. Il s'associe à Urbain Canel, un ami qui tient une librairie, une boutique, rue du Bac, à Paris. Alors il s'endette et fonde une imprimerie grâce à un prêt de Laure de Berny. Hélas, les livres qu'il publie, des œuvres illustrées de Molière, de Racine, de La Fontaine, n'ont que peu de succès. Mais plutôt que de renoncer, il prend le risque de créer une fonderie typographique. Alors qu'il n'a nullement le sens des affaires, voilà qu'il dirige désormais une fabrique de caractères d'imprimerie. Mais là encore, le succès n'est pas au rendez-vous. Balzac croule sous les dettes. Et pour ajouter à ses soucis, il perd l'une de ses deux sœurs, Laurence, qui meurt à l'âge de 25 ans. Alors cela ne l'empêche pas de trouver du temps pour ses aventures galantes. En 1825, il rencontre la veuve d'un général d'Empire, la duchesse d'Abrantès. Elle a 15 ans de plus que lui et fascine le jeune Balzac. C'est une femme cultivée, mais aux ressources financières limitées, car les temps sont difficiles pour l'ancienne noblesse d'Empire. Elle va instruire Balzac sur la vie de château et les usages au temps de Napoléon Ier. Bien qu'elle se donne à lui en 1828, leur relation reste surtout de nature littéraire. Elle devient, pour quelques années, sa conseillère et correctrice, alors qu'il est encore inconnu. Alors, malgré ses dettes, Balzac s'installe rue Cassini dans le quartier chic de l'Observatoire. En effet, son beau-frère, Monsieur de Surville, loue pour lui un appartement afin de lui venir en aide. En outre, l'un de ses amis, le poète Henri de La Touche, va l'aider financièrement. En véritable architecte d'intérieur et amoureux des meubles anciens, Balzac décore luxueusement son nouveau lieu de vie. Enfin heureux, il se remet à l'écriture. Il publie en 1829 Physiologie du mariage, un essai où il prend fait et cause pour la gente féminine. N'ayant jamais été marié, on pourrait se dire qu'il n'est sans doute pas le meilleur candidat pour cet exercice d'écriture. Mais Balzac connaît bien les femmes. Il fréquente les salons d'un groupe d'élégantes que l'on surnomme les merveilleuses, notamment la princesse russe Catherine Bagration, qui vit rue du Faubourg Saint-Honoré. Et c'est dans les confidences de ces merveilleuses qu'il trouve son inspiration. À ce titre, Balzac est sans doute l'auteur masculin qui comprend le mieux les femmes de son époque. Son ouvrage, Physiologie du mariage, est son premier vrai succès littéraire. Dès lors, il devient un auteur recherché. Cela lui ouvre les portes du salon de la fameuse Juliette Récamier, et c'est chez elle qu'il va rencontrer les plus grands auteurs
et artiste de son époque. Petit à petit, son carnet d'adresses s'allonge. Pour outre la physiologie du mariage, Balzac écrit en 1829 un autre livre à succès, Les Chouans. C'est un roman politico-militaire. Grâce à la duchesse d'Abrantès, il a rencontré Gilbert de Pomerol, un ancien général d'Empire. Ce dernier va lui procurer toute la documentation nécessaire à son ouvrage. Dans Les Chouans, Balzac parle d'une intrigue amoureuse à l'époque du Consulat, en 1799, alors que royalistes bretons et républicains s'affrontent. Il va ainsi restituer le drame d'une France révolutionnaire disparue, mais encore fraîche dans toutes les mémoires. Et à n'en pas douter, son livre, Les Chouans, marque un tournant dans sa carrière. Balzac commence enfin à prendre son envol. Un regret pourtant, son père, qui meurt en 1829, il ne connaîtra jamais la réussite de son fils. C'est à l'époque de ses premiers succès littéraires que Balzac se rapproche de Zulma Carreau, une amie d'enfance de sa sœur Laure. Très vite, la belle châtelaine Zulma, une ardente républicaine, devient une guide et une confidente. Cependant, leur relation restera platonique. Lorsqu'il est déprimé ou sans argent, Balzac trouve refuge au château de Frapesle, dans le centre de la France. C'est là que vivent Zulma et son mari. Ils y installent d'ailleurs une chambre et un bureau afin que l'auteur puisse y écrire. Il va résulter de cette amitié sincère une riche correspondance, 130 lettres. 1830 est une année de bouleversement. La Révolution de Juillet, qui voit la chute du roi Charles X, va amener Balzac à prendre un tournant réactionnaire. Un nouveau souverain monte sur le trône, Louis-Philippe, dont l'écrivain sera un grand détracteur. On assiste alors à l'avènement d'une monarchie parlementaire bien plus libérale que celle de ses prédécesseurs. Le drapeau tricolore remplace désormais le drapeau blanc à fleur de lys. Balzac vit très mal cet épisode. Lui qui aime la paix civile voit dans les barricades de la Révolution de Juillet la continuation de celle de 89 qui avait fait sombrer le royaume dans le chaos. Pour lui, le souverain idéal serait un homme charismatique et un pacifiste. Bref, un Napoléon, mais sans les guerres, bien sûr. En fait, Balzac reproche à Louis-Philippe d'être l'ami des banquiers, de la haute bourgeoisie d'affaires et des entrepreneurs. Car si la France s'industrialise et se modernise, elle le fait au mépris du peuple. Dès lors, tout au long de sa carrière littéraire, il va s'attacher à faire le procès de la bourgeoisie et d'une nouvelle noblesse affairiste. Alors, devenu une sorte de paria sous le règne de Louis-Philippe,
Balzac ne parvient pas à gagner suffisamment d'argent et son train de vie n'est pas au niveau de ses espérances. Il décide alors de se lancer dans le journalisme. Il écrit désormais dans 6 journaux différents. Il travaille pour des magazines littéraires, des hebdomadaires, liés au milieu des arts et de la culture. Plus prosaïquement, il collabore aussi à la caricature. Alors, la caricature, c'est un périodique satirique qui s'attaque au régime de Louis-Philippe, mais il signe ses articles de pseudonyme, ce qui lui assure un certain anonymat. Alors, il n'abandonne pas pour autant le roman. En 1831, il écrit L'Auberge rouge. Alors, sous l'apparence du genre policier, avec meurtre, fausses pistes, erreurs judiciaires, L'Auberge rouge est en fait un conte philosophique. Et pour la première fois, il va signer une œuvre sous le nom d'Honoré de Balzac. Il ajoute donc la particule de qu'il juge plus porteuse dans le milieu littéraire. La même année, en 1831, il publie un conte fantastique, La peau de chagrin. Cette fiction fait suite à L'élixir de longue vie, où il côtoyait déjà le surnaturel. Le succès de La peau de chagrin est immédiat. Il y aborde le sujet des passions humaines, le désir d'éternité d'un protagoniste se heurte au temps qui passe. Une peau de chagrin, sorte de large pièce de cuir, symbolise ce combat perdu d'avance. Alors que le temps s'écoule, la peau se rétrécit inexorablement. Plus le héros s'adonne à ses plaisirs, plus la vie lui échappe. Le succès de La peau de chagrin consacre Balzac aux yeux de ses pairs. Il reçoit les louanges des poètes allemands Goethe et Eckermann. Et on parle de son livre dans toute l'Europe. C'est enfin un auteur choyé que s'arrachent les éditeurs et les libraires. Alors, grâce à La peau de chagrin, Balzac se lie d'amitié à Aurore Dudevant, future George Sand. Il a 27 ans, elle en a 28. En fait, c'est elle qui a lu, avant publication, les épreuves de son conte fantastique. Et elle s'enthousiasme. Leur profonde amitié ne se démentira jamais. Lorsqu'il lui rend visite dans son château de Nohant, il passe des nuits entières à philosopher. George Sand lui apprend à fumer le narguilé, une pipe à tuyaux d'origine persane. Esclave de la caféine, Balzac espère pouvoir trouver ou utiliser plutôt le tabac en complément du café afin de se maintenir en éveil lors de ces longues nuits d'écriture. En 1831, Balzac a une brève liaison avec Olympe Pélissier, dont il fréquente le salon. C'est une courtisane et la modèle du peintre Émile Vernet. Mais elle va finir par le rejeter assez vite et il en éprouve un profond ressentiment. Pourtant, rien ne se perd. Balzac a découvert chez Olympe
une certaine variante de l'esprit féminin, dit-il, et il va s'en inspirer pour de futurs personnages fictionnels. Mais Balzac ne pense pas qu'aux femmes. Adepte du genre fantastique, il s'intéresse beaucoup aux écrits d'Emanuel Swedenborg, le célèbre mystique suédois du XVIIIe, pardon, qui prétend converser avec les anges. Il est aussi adepte du martinisme, un mouvement ésotérique fondé par Louis-Claude de Saint-Martin, qui s'intéresse lui aussi aux anges et à la magie. Autre courant qui le traverse, la physiognonomie, une science popularisée par le théologien suisse Johann Lavater. Pour lui, les traits du visage lient l'extérieur d'un individu à son intérieur profond. Balzac va beaucoup se servir des théories de Lavater pour créer ses personnages fictionnels. Il leur procure ainsi un réalisme extraordinaire, une vérité jusqu'alors peu commune en littérature. Balzac est convaincu que chaque homme est habité par une énergie intérieure, une force intime qui peut changer sa destinée propre. Et pour en rajouter, dans le domaine de l'étrange, Balzac admire le médecin allemand Mesmer. Il croit à la puissance du fluide magnétique, de l'hypnose et de la transe. Et comme sa mère, Balzac pratique le magnétisme curatif par imposition des mains. Mais si le surnaturel le passionne, il a aussi les pieds sur terre. En 1832, il rencontre la duchesse Claire de Castries dans le salon d'Olympe Pélissier et il tombe follement amoureux d'elle. Néanmoins, à son grand regret, leur liaison reste chaste. L'influence de la duchesse sur Balzac n'en est pas pour autant diminuée, car, pour lui plaire, il écrit dans le journal légitimiste Le Rénovateur. Toujours en froid avec la monarchie représentative, il affirme que, je cite, « l'ascension de la bourgeoisie par l'élection n'élève que des corrompus ». Pour Balzac, l'arbitraire et les inéquités de la nouvelle classe dirigeante contiennent en eux le ferment du désordre. Et il déclare « Les injustices entretiennent chez le peuple une sourde haine, car le bourgeois devient l'ennemi du pauvre. » Un an après sa rencontre avec la duchesse de Castries, il va se consoler de son échec sentimental avec Maria Dufresne. C'est le début d'une intrigue passagère et secrète. Maria a 24 ans. Mariée à un vieil homme, elle est malheureuse. C'est la fille de l'écrivaine Adèle Daminois, une amie de Balzac, qui lui inspirera d'ailleurs le roman Eugénie Grandet. Balzac décrit Maria comme une fleur naïve et aimable tombée du ciel. En fait, sa douceur le rassure. Et de cette relation cachée va naître une enfant illégitime, Marie-Caroline, la seule descendance de l'écrivain. Mais la passion la plus durable de Balzac
est sans conteste celle qu'il va avoir pour la comtesse Hanska. C'est une aristocrate polonaise, femme d'un riche propriétaire terrien. Lectrice de Balzac, elle lui écrit d'abord anonymement. Elle signe sa première lettre « L'étrangère » de manière énigmatique. Curieux, il va la rencontrer pour la première fois en 1833 à Neuchâtel, en Suisse. Elle se donne à lui en janvier 1934, en bordure du lac Léman. Ils visitent Vienne ensemble en 1835. Elle lui présente la haute société autrichienne, russe et polonaise. Il revient de ce voyage plus amoureux encore qu'avant son départ. Alors, revigoré, Balzac crée en 1835 une revue littéraire, La Chronique de Paris. Pour cela, il emprunte de l'argent à des éditeurs et s'endette de nouveau. De jeunes talents comme Victor Hugo et Théophile Gautier collaborent à sa revue. Et le grand caricaturiste de l'époque, Honoré Daumier, l'agrémente de ses dessins. Mais à cause de feuilletons qu'il doit absolument livrer à ses éditeurs, Balzac est surchargé de travail. Malgré son extraordinaire fécondité, il ne parvient plus à remplir ses obligations contractuelles. Finalement, le patron de presse, François Bulloz, l'attaque en justice. Balzac fait faillite, une fois encore. C'est la fin de la Chronique de Paris. Cet échec est aggravé par la perte de son ancienne maîtresse, Laure de Berny, qui s'éteint en 1835. Il écrit « Elle était plus qu'une mère, plus qu'une amie. Elle m'avait soutenu de paroles, d'action et de dévouement. Si je vis, c'est par elle. Elle était tout pour moi. » Alors Balzac décide alors d'abandonner le journalisme une fois pour toutes. Il se remet donc à sa vraie passion, celle d'auteur. C'est alors que germe une idée dans son esprit. Créer une œuvre colossale où il rassemblera tous ses écrits, romans, nouvelles, contes et essais. Et il va nommer cet ensemble la comédie humaine. La comédie humaine, une œuvre inachevée qui va comprendre à sa mort 90 ouvrages. Il pensait en écrire 150 environ. La comédie humaine rassemble plus de 2200 personnages, dont 500 réapparaîtront de manière récurrente. Ce faisant, bien que chaque ouvrage puisse vivre indépendamment du précédent, il donne à l'ensemble une cohésion, une unité. Avec la comédie humaine, Balzac a un but clair, créer une histoire naturelle de la société. En véritable anthropologue, il va désormais s'attacher à étudier le comportement des Français. Dans la comédie humaine, il va sonder la capitale, les provinces, leurs villes et leurs campagnes. Rien ne va lui échapper. Comme un collectionneur naturaliste, son herbier, à lui, ce sont les hommes. Balzac est donc un novateur à ce titre. Et il est le père
du roman moderne. Il ouvre la voie à de futurs auteurs réalistes comme Stendhal, Sand, Maupassant, Zola, Flaubert. Car il ne donne nullement dans le divertissement, dans l'évasion ou dans la rêverie. Au contraire, il se veut authentique, exact et objectif. Et il parle de réalité humaine jusqu'alors inexplorée. C'est un auteur naturaliste car il observe et répertorie en détail les milieux qu'il souhaite décrire. C'est un auteur réaliste car il fait tomber tous les masques sans idéaliser ses personnages. En fait, Balzac explore le réel. Alors, de quoi parle-t-il? Eh bien, essentiellement des rouages de la société de la première moitié du XIXe siècle. Il déclare à ce propos, il existe des espèces sociales comme il existe des espèces zoologiques. C'est pourquoi il s'intéresse à la noblesse, aux entrepreneurs et aux banquiers, au milieu judiciaire, à l'armée, à l'Église, aux courtisanes et aux gens du peuple. Rien ne lui échappe. Et pour lui, nul doute, un bon conteur doit être un colosse d'érudition. Alors il s'instruit inlassablement et lit beaucoup, comme il le faisait déjà dans sa jeunesse. Mais si son absolu est la littérature, il n'en est pas moins rattrapé par les réalités quotidiennes. C'est le cas par exemple en 1835, quand il doit quitter son luxueux appartement de la rue Cassini. Accablé de dettes, il s'installe sous un faux nom dans le quartier de Chaillot, rue Bataille, afin d'échapper à ses créanciers. Pour cela, il utilise un pseudonyme féminin, Madame la veuve Durand. Désormais, on ne peut entrer dans son petit appartement qu'en utilisant un mot de passe. Et quand la situation devient vraiment critique, il se réfugie chez un ami de famille, Jean de Margonne, dans le château de Saché, en Touraine. En 1835, Balzac rencontre la comtesse Frances Visconti au cours d'un bal à l'ambassade d'Autriche. C'est une belle et provocante aristocrate anglaise mariée à un riche Milanais. La comtesse Visconti est une brillante causeuse. Elle partage avec Balzac des propos qu'il reprend souvent dans ses écrits. Il va notamment s'inspirer d'elle pour le personnage de Lady Dudley dans son roman Le Lys dans la vallée. Leur liaison va s'étaler sur 5 années et elle va l'aider financièrement. Elle lui permet donc de calmer temporairement le courroux de quelques créanciers. En 1837, Balzac, moins endetté, mais toujours pas remis à flot, achète la maison des Jardis. Elle se situe à Sèvres, dans la banlieue parisienne, tout près de la gare qui vient d'être construite et qui relie Versailles à Paris. Il pense ainsi avoir fait une bonne opération immobilière. Cependant, victime d'ambitions démesurées, il souhaite transformer la maison des Jardis en un véritable palais richement meublé.
Mais afin de ne pas se faire repérer par ses créditeurs, il fait adresser tout son courrier à monsieur Louis Brouet, qui est en fait son jardinier. Ce subterfuge ne trompe personne cependant, et très vite, il doit faire face à ses obligations et mettre sa maison en vente. Et cela tombe mal, car il ne parvient pas à venir en aide à son ancienne maîtresse, la duchesse d'Abrantès. Ruinée et abandonnée de tous, elle meurt tragiquement dans le dénouement le plus total, au coin d'une mansarde dans un hospice parisien. En 1839, assailli par les soucis d'argent, Balzac prend la présidence de la Société des gens de lettres. Il va alors mener un combat qui lui est cher, car il faut savoir que le système de rémunération des romanciers à l'époque leur est très défavorable. En effet, un auteur n'est pas payé en fonction du nombre de livres vendus. Il perçoit une somme fixe, quel que soit le succès de son ouvrage. Balzac va donc militer afin de créer ce que l'on appelle aujourd'hui les droits d'auteur. Il est notamment rejoint dans son combat par Victor Hugo, Alexandre Dumas et George Sand. Et ensemble, ils vont parvenir à faire changer la loi. Mais trop tard pour que Balzac puisse vraiment en bénéficier. En 1840, alors qu'il s'intéresse à défendre les intérêts financiers des écrivains, Balzac loue une nouvelle demeure sous un faux nom, une fois encore. La maison de Passy, un havre de paix, calme, discret, avec un beau jardin fleuri. Et pour louer cet appartement, il utilise le nom de sa gouvernante, Louise Philiberte Brogniol. Et il se fait appeler Monsieur de Brogniol. Il va d'ailleurs vivre avec Louise Philibert un concubinage pendant 8 années. Ce qui ne manque pas de créer des crises de jalousie de la part de la comtesse Hanska. Alors, la maison de Passy est un logement à 2 issues, avant et arrière. Parfait pour Balzac s'il doit fuir ses créditeurs en toute hâte. Il faut dire qu'en 1840, il cumule une dette colossale, 400 000 francs, soit l'équivalent de 4 millions d'euros actuels. Alors c'est dans son refuge de Passy qu'il va notamment écrire son célèbre roman Splendeur et misère des courtisanes. Cette maison est devenue aujourd'hui le musée Balzac. Alors en 1841, Balzac apprend la mort du mari de la comtesse Hanska. Il pense alors pouvoir enfin l'épouser, mais elle s'y refuse. Leur relation n'est pas interrompue pour autant. Ils voyagent ensemble à travers l'Europe, aux frais de la comtesse, bien sûr. Et voilà qu'elle tombe enceinte en 1843, alors qu'elle a 42 ans. Mais, hélas, elle fait une fausse couche. Balzac sombre alors dans une dépression de plusieurs mois. En septembre 1946, en nomade permanent, il quitte la maison de Passy. Grâce à des avances d'éditeurs, il achète une belle demeure
la Folie Beaujon, aux abords de l'Arc de Triomphe. Et avec de l'argent fourni par la comtesse Hanska, il va s'attacher à la décorer somptueusement. L'écrivain Théophile Gautier, grand ami de Balzac, est subjugué par la splendeur des lieux. Mais Balzac n'est toujours pas satisfait. Il reste obsédé par son idée fixe, épouser la comtesse Hanska, sans y parvenir toutefois. Son élan littéraire semble alors s'essouffler et progressivement, sa santé décline. Mais l'espoir renaît un jour, car en septembre 1947, la comtesse Hanska invite Balzac dans son château de Verkivna, en Ukraine. Alors, c'est un territoire de l'Empire russe à l'époque, qui fut d'ailleurs précédemment sous emprise polonaise. Alors, il arrive à Verkivna en octobre. Il découvre une propriété immense, 21 000 hectares, où s'activent plus de 1000 paysans et 300 domestiques. Et il semble que petit à petit, la comtesse se fait à l'idée d'épouser un jour Balzac. Mais à presque 50 ans, c'est un être affaibli, pour tout dire, au bord de l'effondrement. Car ce forcené de l'écriture n'a jamais pris soin de sa santé. De nombreuses nuits sans sommeil l'ont épuisé. Il a passé le plus clair de sa vie à écrire, 16 heures par jour environ. Et les quantités gigantesques de café qu'il consomme lui brûlent les parois de l'estomac. Elles font de lui un homme en sursis. Et c'est alors que la comtesse Hanska, après 9 années de veuvage, consent soudainement à épouser Balzac. Le 14 mars 1850, ils se marient tous deux en Russie. Il a enfin atteint son but. Pourtant, sa santé continue de se détériorer. Ses forces créatrices l'abandonnent. Pour ne rien arranger, il supporte mal le climat rigoureux de l'Europe de l'Est. Il prend froid, puis est victime d'une bronchite. La comtesse décide alors de le ramener à Paris. Tous deux quittent Kiev le 25 avril 1850. Mais le voyage est terriblement fatigant. C'est finalement le 21 mai qu'ils arrivent en France. Le docteur Nacquart, un membre de l'Académie de médecine, se porte en urgence au chevet de Balzac. Il constate que l'écrivain souffre d'un œdème généralisé. Quelques semaines plus tard, il est victime d'une péritonite, suivie d'une gangrène et d'une septicémie. Dans son délire, Balzac appelle à venir le soigner son personnage fictionnel, Horace Bianchon, le grand médecin de la comédie humaine. Désormais, pour lui, réalité et fiction se mélangent. Hugo se précipite à son chevet. Ce sera son dernier visiteur. Et c'est le 18 août 1850, après une agonie de 24 heures, que Balzac trépasse. Quelques jours plus tard, il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise, en présence de nombreuses personnalités, dont Alexandre Dumas et Victor Hugo,
qui fait son oraison funèbre. Visionnaire, il déclare: la splendide et souveraine intelligence de Balzac, lumineuse, luira dans les siècles à venir. Alors à sa mort, Balzac laisse à sa veuve une dette équivalente à 1 million d'euros actuels. La richissime comtesse va bien sûr l'éponger. Et selon les souhaits de l'écrivain, sa mère, dont il fut pourtant le fils mal aimé, bénéficie d'une petite pension mensuelle que lui versera la comtesse. Sa fille illégitime, Marie-Caroline Dufresnay, reçoit quant à elle certains biens, dont une précieuse statue du sculpteur français François Girardon. Ainsi donc s'achève la vie tourmentée de cet écrivain hors norme. Son œuvre réaliste est de nature historique et anthropologique. Idéaliste affligé, il n'a cessé de dépeindre une société qui sombre dans l'individualisme. Et miroir de son temps, il nous force aujourd'hui à faire face à nos propres contradictions, car son œuvre monumentale, si sensible, si juste, a aussi pour but de nous rappeler à l'ordre. Et je me demande parfois quel rôle nous assignerait Balzac si nous étions l'un de ces personnages de la comédie humaine. Car à n'en pas douter, il connaîtrait les recoins de nos âmes et les ressorts de nos vies mieux que personne. Merci beaucoup de votre attention. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous le souhaitez, bien sûr, faire quelques commentaires, poser quelques questions, faire quelques corrections peut-être. Donc n'hésitez pas. Eric, si vous me permettez, il y a un petit mot que je connais de Balzac, c'est une femme d'un âge balzacien. Vous connaissez ça? Et une Alors, femme d'un âge balzacien, et cette femme de 30 ans, son roman, et ce petit mot, je l'ai connu de mes parents russes. Mes parents étaient russes et ça se disait en russe, Женщина Balzacского возраста. C'est-à-dire, c'est une femme d'un âge très, disons, propre, très bon, mais elle est aussi sexuellement, spécifiquement sexuellement très ardente. Et ça, c'est une femme d'un âge balzacien. Voilà. Merci. Merci pour cette explication. Oui. Et alors, c'est vrai que Balzac aimait les femmes. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que ses premières rencontres, en fait, ce sont des femmes bien plus âgées que lui. Je Exactement. crois qu'il y a un écart il me semble, de 25 ans, tout d'abord, et ensuite de 15 ans avec sa deuxième aventure. Alors, certains auteurs pensent que c'est lié à une sorte d'absence maternelle, hein, parce qu'il a souffert de l'absence de sa mère, de ne jamais avoir véritablement été aimé par sa mère. La mère de Balzac préférait Henri, Henri qui est en fait son demi-frère, parce qu'elle avait eu une affaire avec un châtelain, le châtelain du château de Saché. C'était des amis de la famille et Henri n'est donc que le demi-frère de Balzac, d'Honoré, même si bien sûr officiellement cela n'a jamais été dit, mais c'est certain. Mais merci pour cette expression
Oui, Une oui. femme Moi, d'un âge balzacien. J'aime une beaucoup. femme d'un âge balzacien, oui, c'est ça. Et vous savez, vous connaissez la Pléiade, bien sûr, Oui. publication. Mhm. Ils ont publié toute son œuvre Oui. et chaque livre aujourd'hui coûte presque 75 euros. Donc, et moi, j'ai acheté, si vous tout à fait en haut, là-bas, j'ai toute la collection. C'est à peu près 25 livres que j'ai acquis. Je l'ai lu tous pendant des années et des années, bien sûr. Mais c'est extraordinaire. C'est un de mes auteurs les plus préférés. Donc, je suis très heureux que vous avez fait cette présentation, Eric. Merci beaucoup. Ah, mais merci, merci, merci à vous. Merci à vous. Merci, Alors, Eric. oui, Votre présentation me fait penser à la grande statue de Balzac, de oui, Rodin, qui est plus grand que la vie, comme l'auteur. tout à fait. Oui, oui, dans son grand manteau. Oui. Et c'est intéressant. Et d'ailleurs, j'ai une question à ce propos parce que je sais qu'il y a une grande statue de Rodin au Japon. Ma femme est japonaise. Et et j'ai vu un reportage un jour dans un parc où se situe cette grande statue de Rodin, a sans doute une réplique. Elle a sans doute été fondue, j'imagine, plusieurs fois. Mais c'est vrai que c'est une œuvre magnifique. Et comme vous l'avez dit, très ample, plus grande que nature. Oui. Tout à fait. Il est vraiment le symbole, si vous voulez, de ce siècle romantique, c'est-à-dire le 19e siècle. Parce que avec sa vie mouvementée comme il était, c'est vraiment typique de l'héros romantique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et j'ajouterais réaliste parce que il a vraiment inventé, si je puis dire, le mouvement ou lancé le mouvement réaliste. C'est-à-dire que ce qu'il a commencé à faire, raconter des histoires très réalistes, Oui. des histoires qui ne faisaient peut-être pas rêver, ce n'étaient pas des grandes aventures, etc. Au début, ça a choqué un peu, parce que il parlait des hommes, mais il montrait des hommes et des femmes, mais il montrait bien sûr toutes leurs faiblesses, un petit peu tout l'aspect négatif qui pouvait exister chez l'homme. Et ça a choqué beaucoup. Il était très très franc. Et il a vraiment ouvert la voie. Il a ouvert la voie à beaucoup d'auteurs. Euh, par exemple Zola, qui lui aussi, alors à une époque plus tardive, hein, vers la fin du 19e, etc., mais va aussi se lancer dans ce mouvement réaliste, euh, où on n'invente pas, où on décrit les réalités un peu crues telles qu'elles existent, euh, où il n'y a pas de fioriture. Well, if no one else has any questions, unless you do, I put a link in the chat for the next lecture, which will be on November 15th. Gustave Flaubert. Did Très I- bien. Yeah. Vous l'avez prononcé parfaitement. Gustave Flaubert. Excellent. I do my best. Voilà. Yeah, so Is it possible to get it in an email rather than in the chat? Because the chat I already will email it disappeared. as well. I was about to say, Thank you. I will email everyone the recording of this when it's ready, as well as that link again. But just remember to sign up when that goes out. But that's Très all. bien. Well, thank you very much. Thank Merci you very beaucoup. much, Tess. Le Merci encore. tour de force. C'est très gentil à vous, merci. Et donc, j'espère vous retrouver le 15 novembre, donc dans 6 semaines. Absolument.
Merci. Et comme d'habitude, un mercredi à 14 h, heure de Philadelphie, 20 h, heure de Paris. Voilà. Merci. Merci. Bien. Au revoir et à très Au bientôt. revoir. Ok, Merci. merci beaucoup Eric. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, à la prochaine.